Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième émission spéciale d'Énigmes. Je vous rappelle que nous la faisons à partir de la polyvalente André Laurendeau à Saint-Hubert. La deuxième émission, on ne va pas, pour le bénéfice des gens qui l'ont déjà entendu, répéter tout ce qu'on a dit dans la première, sauf que, je vous répète, c'est un débat entre deux équipes, c'est-à-dire l'équipe des partisans et l'équipe des sceptiques, et on débat des questions de fond qui vont être pigées au hasard par moi à mesure que le débat va s'amorcer. Donc, nous allons donc débuter tout de suite, immédiatement, en demandant à nos panélistes de chaque côté de bien vouloir s'identifier, et je vais commencer, bien sûr, par les sceptiques. Bonjour, je suis Pascal Forgette, je suis le relationniste des Sceptiques du Québec et je suis aussi consultant en marketing. Bonjour, je suis Michel Virard, je suis le directeur de la revue Le Québec Sceptique et je suis ingénieur de profession. Michel Toulouse, ingénieur, et je suis membre du conseil d'administration des Sceptiques. Jean-René Dufort, je suis porte-parole des Sceptiques du Québec et je travaille en biochimie. Bonsoir, je m'appelle Bruno Lamollet, je suis membre des Sceptiques et je suis aussi biochimiste. Bonsoir, je suis vice-président des Sceptiques du Québec, Alain Bonnier, et je suis également docteur en physique. Isabelle Gambu, puis je suis également maître en physique. Pierre-Normand Houle, je suis étudiant en physique et je suis membre du comité d'investigation des Sceptiques du Québec. Madame, Monsieur, merci. Du côté des partisans. Oui, je suis Christian Page, je suis journaliste, éditeur du magazine Enigma et je suis le directeur d'un organisme de compilation et d'information sur les phénomènes étranges du nom de OCIP, pour faire un peu plus court. Ralph Ménard, occultiste, libre chercheur, libre penseur et contrôleur comptable pour vivre. Jean Cazot, je suis commentateur éditorialiste à la radio et directeur du CEPI, organisation de recherche sur les phénomènes ufologiques au Québec. Bonjour, mon nom est Louise Mimou. Je suis membre de l'OCIP et aussi de la Société québécoise de psychologie. Yvon Leclerc, directeur de la Société scientifique parallèle, de la revue Dialogue scientifique et de l'Institut international du paléozoïque. J'espère que ça ne se résumera pas à une simple présentation ce coup-là. François Bourbeau, fondateur d'OVNI Alerte. Je m'intéresse beaucoup à la question OVNI. Je suis auteur de 2 ouvrages sur le sujet et en plus, j'anime ma propre émission de télévision Alter Ego Spiritus qui traite de science et d'insolites. Bonjour, mon nom est Ricardo Malfi, je suis chroniqueur pour le magazine Enigma dans le paranormal. Également, je suis membre de l'OCIP et de SOS OVNI Québec. Bonjour, moi je suis Jacques Poulet, directeur de SOS OVNI Québec. Je suis technicien en électronique. Alors voilà, merci. Alors, bon débat. Et je rappelle aux gens que on va vous accorder plus tard 10 minutes au public pour pouvoir poser vos questions à nos panélistes. Alors voilà, comme nous avons terminé la semaine dernière sur une question de fond, on va aller à la pige ici pour sortir une première capsule. Une capsule qui nous vient des partisans, les monstres lacustres et marins, genre Loch Ness et Memphrey. Alors on y va. Je vous rappelle que vous avez 3 minutes. Allez-y. Moi, je pense qu'au départ, il faut faire attention. On va départager des choses. Il y a du charriage de tous bords, de tous côtés. Il y a des légendes, puis il faudrait faire attention, les légendes et ce qu'on en connaît. Moi, malheureusement, ce que j'entends trop souvent, c'est des sceptiques qui, à mon avis, des fois de mauvaise foi, qui disent n'importe quoi, ça se peut pas parce qu'on le sait. Bon, ça donne pas une grosse affaire. Moi, je pense qu'au départ, il faut savoir une chose, qu'il n'y a pas juste du monde dit amateurs qui travaillent sur ces dossiers. Il y a un groupe international qui s'appelle la Société de cryptozoologie qui sont en Arizona. Cette société a été mise sur pied par le docteur Heuvelman, qui est un zoologiste de carrière, qui est à sa retraite maintenant à 86-87 ans. Il est allé chercher 15 doctorats dans 15 disciplines différentes à travers le monde. Et ils étudient les dossiers d'une façon sérieuse, quoi qu'en pensent certains. Celui du Canada, c'est le docteur Paul H. Leblond. Pour vous situer, il y a 3 ans, il était président de l'Association des zoologistes d'Amérique du Nord. Il est actuellement directeur de recherche pour la pêche commerciale au Canada, encore en recherche. Et ce monsieur, entre autres, parce qu'on disait que des amateurs qui brisent des lames, ça arrive juste à eux autres d'ailleurs, certains scientifiques aussi qui ne font pas le job, dont un groupe de scientifiques, de biologistes, de Pêche et Océan Canada en 1930 quelque chose, ont caché des belles photos de ce qu'on appelle les monstres, nous autres.
Bon, un monstre gros de même, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Ça veut dire un animal qui est gros. Bon. Et ce monsieur Leblond a essayé de publier ses découvertes dans des revues dites officielles. Et naturellement, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Et ce monsieur, il a travaillé le dossier avec le docteur Bosfield, qui est responsable en paléontologie et en recherche à l'Université de York et en Colombie-Britannique. Et tout ça, ils ont fait une publication officielle avec les photos et toute la description, et on a affaire à un animal qui daterait de la préhistoire. Imaginez-vous, ça se peut-tu, hein? Une belle histoire semblable. En 1938, des pêcheurs trouvent dans un filet un immense poisson qu'on ne connaît pas. On fait venir des scientifiques, un scientifique, entre autres, qui ose se déplacer, parce que c'est le seul qui a dit ça se peut. Donc, à partir de là, il a dit, je vais aller voir. Et savez-vous une chose? Il avait un poisson de 125 livres qui était mort il y a 70 millions d'années, avant les dinosaures. Et la communauté scientifique, il était vraiment sceptique, ont pris 14 ans à le reconnaître. Pourtant, on avait des faits. Je me pose des sérieuses questions sur le scepticisme. Et ce que nous, on dénonce, c'est tous ces modèles, OK, de croyances. Puis on fait une grave erreur quand on pense que tous les sciences sont la connaissance. Le 3 minutes est écoulé. Alors, droit de réplique et bien sûr aux sceptiques. C'est parti. Bon, encore une fois, une belle histoire qui commence par une conspiration des scientifiques qui cachent des faits, alors que vous êtes là et vous pourriez nous le montrer, le fait, plutôt que d'en parler. Vous avez l'occasion, vous êtes à la télévision, vous nous montrez un rapport qui rapporte des informations, qui est un rapport supposément officiel, mais qui est diffusé, je crois, par l'association de la paléontologie, quelque chose comme ça, de paléontologie, ainsi de suite, qui est une association croyante. Donc, ils ont intérêt à publier une publication officielle comme ça. On parle toujours, encore une fois, des faits versus la croyance. On a ici une belle photo qui peut-être démontre des animaux. Il y a récemment, vous parlez des animaux étranges, il y a un quadrupède qui a été trouvé, qui était de la grosseur d'un daim récemment. Personne ne s'attendait à trouver des quadrupèdes récemment. Pourtant, il y en a. Mais on l'a trouvé et il existe et on l'a filmé, on l'a photographié, on en a trouvé d'autres. Le colacanthe, qui a été une bête mythique et supposément un fossile pendant des millions d'années, a été trouvé, il a été filmé, il a été documenté, il a été recherché par des gens sérieux. Pourtant, quand vous parlez des monstres lacustres, on parle souvent de gens qui ont des intérêts financiers à les rapporter. Vous parlez des mythes et des légendes, on parle par exemple du monstre du Loch Ness, ou mystérieusement les visions de monstres lacustres et de vagues. On ne parle pas souvent de monstres, on parle souvent de vagues ou de remous, de choses étranges, se passent près d'hôtels qui sont évidemment... ensuite, les touristes sont invités à venir à cet hôtel-là, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez présenté dans la présentation que vous faisiez la propagation des nouvelles pensées en sciences et que vous fassiez la promotion des nouvelles connaissances et des nouveaux faits. Et vous nous ressortez des monstres marins. C'est pas des nouvelles connaissances, c'est des affaires de légendes de monstres marins qui datent depuis des centaines d'années. On se retrouve avec des monstres marins dont on n'a jamais trouvé de fossiles ou de carcasses qui sont véritablement... Vous n'en avez pas un morceau, vous n'en avez pas un bout. Vous avez des photos, vous avez des beaux rapports, vous nous invitez à nous déplacer pour aller les voir, mais c'est bien étrange. On a plein de traces, elles ne mènent nulle part, et encore une fois, on hurle à la conspiration quand on ne peut pas démontrer des choses qui ne sont pas démontrables parce qu'on n'a pas de preuves pour le faire, et non pas de morceaux, on n'a pas d'indices pour le faire, seulement des rapports publiés par des associations partisanes. Si on admet que peut-être, nous les sceptiques, là, on est mal informés, puis qu'effectivement, il existe une preuve, puis que c'est bien documenté, qu'il a existé un monstre dans le lac Memphremagog. Si nous, les sceptiques, on n'y croit pas, on est souvent accusés d'être bornés, limités ou de mauvaise foi. Mais ce qui est malheureux, il me semble, c'est que du côté des partisans, il n'y a pas vraiment de consensus sur quels sont les dossiers du paranormal. Est-ce que c'est l'astrologie, l'homéopathie ou les monstres dans le lac Memphremagog? Qu'est-ce qui est sérieux? Souvent, les sceptiques, on nous dit, c'est bien, vous avez raison sur presque tout. Mais sur l'astrologie, non, l'astrologie, par contre, c'est une science. Ça n'a rien à voir avec la clairvoyance. Qu'est-ce qui est sérieux? À quoi est-ce qu'on devrait s'attaquer? Ce qui nous embête, c'est qu'il n'y a pas de consensus. On ne sait pas quels sont les dossiers importants. D'après vous, peut-être, c'est le monstre. Monsieur, moi, ce qui me surprend... Monsieur Leclerc, un moment. On va partir ça à temps. C'est le débat libre. Alors, 3 minutes, allez-y. OK. Moi, ce qui me surprend beaucoup, vous êtes vraiment de mauvaise foi, plus que je pensais, je pense. Dans ce cas, ce monsieur, OK, il refuse carrément d'aller voir un dossier tout à fait officiel et scientifique par des gens sérieux. En plus de ça, on fait des hypothèses. Vous publiez peut-être si vous... Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a même jamais regardé.
En plus de ça, on sert... Ah, j'ai le docteur un tel... Moi, j'ai un doctorat en physique sur le conseil d'administration. J'ai une série de consultants, docteurs en ci, docteurs en ça. Puis quand ça ne fait pas l'affaire, on ne veut pas s'en servir. On n'a pas de preuve. Moi, je pense que vous n'avez même pas de raison d'exister. Ces scientifiques faisaient le job. OK? Puis vous êtes carrément malhonnête dans votre méthodologie. Parce que vous faites faire votre travail par les autres. Puis moi, monsieur, je pense que vous n'avez aucune... Nous n'existerions pas si les ufologues et les croyants du paranormal apportaient les preuves qu'ils prétendent avoir. Monsieur, vous venez de me parler pendant 3 minutes. Vous m'avez parlé 3 minutes. Vous n'avez aucune démarche scientifique, à part de dire n'importe quoi sur des hypothèses peut-être qu'il serait que bon. Vous n'avez jamais lu ou regardé concernant notre magazine. Excusez, parce qu'on... Peut-être qu'il serait bon de souligner que les Sceptiques du Québec n'est pas un organisme gouvernemental. C'est un organisme composé de bénévoles seulement. On ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Donc, on n'est pas un centre de recherche où on n'est pas payé par personne pour faire quoi que ce soit. Alors, à ce moment-là, nous demander d'aller voir le lac Magog, de courir après les Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait, nous? On fait la même chose, oui, puis on n'est pas payé. C'est beaucoup demandé. Alors, si vous avez quelque chose à démontrer au niveau des monstres marins, il existe des départements de biologie, il existe des centres de recherche. C'est les groupes les plus bornés, vous m'excusez, monsieur. Alors, c'est pour ça que vous venez ici pour présenter des preuves sur vous les monstres marins? Vous n'avez des preuves ici, le docteur Leblond, il est responsable. C'est facile à dire. Moi, aussi, j'ai une preuve ici. Non, mais la voir, monsieur. Ça ne prouve rien, ça. Ça prouve rien. Ça vous prend quoi, monsieur? C'est quoi votre preuve? Vous avez un doctorat en physique. Oui. Bon, est-ce que ça prouve que vous avez la vérité? Non. Bon. Première des choses à faire, c'est d'aller voir les dossiers scientifiques. Vous avez toute la bibliographie, c'est écrit en bonne... Comme je vous dis, est-ce qu'on va courir après toutes les allégations de tous les gens qui affirment des choses? Une belle petite histoire aux côtés du foyer. Envoyez-nous votre documentation. On va moi, je pense que vous êtes des enfants qui veulent jouer aux scientifiques pour écœurer tout le monde qui font quelque chose. Puis je pense que vous êtes carrément pas sérieux. Puis moi, comme scientifique, je comprends pas ce que vous faites avec des gars comme ça. Mais ici, on va essayer d'être d'accord. C'est tout. Non, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a des charriages. Il faut arrêter, je l'ai dit, il y a des légendes. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a des choses sérieuses, par contre. Êtes-vous d'accord avec moi qu'une photo floue d'un remous ne prouve pas qu'un monstre marin existe? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, et nous aussi, on est d'accord... On en a des preuves, là. Vous voulez pas les voir, les lire. On n'a pas dit qu'on ne veut pas les voir ni les lire, mais on dit si vous apportez seulement une photo... C'est terminé. On vous remercie. Alors, c'est ce qui met fin aux 9 minutes de cette première question. Comme les partisans ont eu le privilège de débuter tout à l'heure, je vais donc aller à une question prédéterminée. Et celle-là va nous venir des sceptiques, évidemment. Et les sceptiques nous disent « Le cas OVNI de Sainte-Marie de Monoir ». Alors, les sceptiques, 3 minutes. Nous avons enfin la chance de parler d'un cas merveilleux. M. Page en parle comme le cas le mieux documenté au Québec. Qu'est-ce que le fameux cas de Sainte-Marie-de-Monoir? Je vous résume brièvement. Des lumières ont été vues dans le ciel. 2 jours plus tard, un rond a été découvert dans un champ. Qu'est-ce qu'il y a dans le cas le mieux documenté du Québec, fait par 2 enquêteurs ufologues sérieux, dont 2 sont présents ici? Il y a des photos qui démontrent un rond dans un champ. Nous ne doutons pas, les sceptiques, de l'existence d'un rond dans le champ. Il a été photographié et nous croyons qu'il y a eu un rond dans le champ. Il y a un rapport de la GRC, dont M. Page fait souvent la présentation en disant que la GRC a enquêté là-dessus. Effectivement, la GRC a enquêté là-dessus, nous n'avons aucun doute là-dessus. Cependant, le rapport de la GRC ne fait que dire qu'il y a eu un rond à Sainte-Marie-de-Monoir et il y a eu des témoignages de gens qui ont vu des lueurs 2 jours avant. Il y a une analyse qui a été faite par M. Christian Page et qui serait-il déterminante sur le véritable paranormal de ce cas-là. Une analyse démontrant qu'il y aurait eu plus d'azote et plus de chlorophylle dans l'intérieur du rond qu'à l'extérieur du rond qui a été faite. Cependant, cette analyse, M. Christian Page, en entrevue, a avoué qu'il ne comprenait pas cette analyse-là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Les sceptiques, nous avons vérifié qu'est-ce que voulait dire cette analyse. Et tout ce qu'elle veut dire, c'est que l'herbe était plus verte à l'intérieur et qu'elle était plus jaune à l'extérieur. Elle ne veut strictement rien dire d'autre que cela, étant donné qu'elle a été prise par M. Page lui-même 2 mois après l'événement, alors que déjà la chlorophylle avait eu le temps de changer, les caractéristiques du sol auraient pu être modifiées de toutes sortes de façons, alors que M. Page aurait pu prendre les analyses 5 jours après s'il avait été le moindrement sérieux.
On a aussi mais ce qui est vraiment le plus intéressant là-dedans, c'est que M. Page, dans le Québec sceptique, dans une réponse qui a été faite à une enquête, M. Page, dans le Québec sceptique, une lettre qu'il a envoyée et qui a été publiée, il écrit qu'il a malgré tout tendance à favoriser pour l'instant la manifestation de forces naturelles, bien terrestres, encore mal définies, pour ce qui est de l'explication du cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Pourtant, M. Page l'a mentionné à plusieurs reprises dans des émissions qui parlaient d'OVNI. On revient encore une fois sur une définition amusante que M. Page a sur les ovnis. Il ne parle pas d'OVNI. Quand on parle d'OVNI, il ne parle pas de petits bonhommes verts ou d'êtres extraterrestres. Non, non. M. Page parle de PANI, de phénomènes aériens non identifiés. Donc, qu'est-ce que vient faire dans un débat sur les extraterrestres et sur les ovnis ce cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir que M. Page lui-même conclut que c'est des phénomènes naturels? Je ne comprends pas le lien entre les deux. Pourtant, M. Page fait souvent le cas dans des émissions sur les extraterrestres, parle du mystérieux cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir et prétend avoir bien enquêté sur le cas, alors qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus. C'est terminé. On vous remercie. Alors, le droit de réplique aux partisans. C'est parti. Bon, je vais me partager la réponse avec François Bourbeau, puisque c'est visiblement une montée aux barricades contre nous deux qui a été faite. Bon, dans un premier temps, je n'ai pas fait l'analyse de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. C'est un chercheur à l'Université Laval qui l'a fait. Dans un premier temps, il s'agit du docteur Jacques Debroux, à qui on avait envoyé des échantillons et qui ont été analysés par Jacques Debroux, lequel s'est exprimé ouvertement sur la télévision, le match de la vie, l'émission Dossier Mystère, par exemple, que les analyses qu'il a performées à ce moment-là étaient pour lui étonnantes. C'est la raison pour laquelle, pour moi, une analyse faite par un chercheur, je n'ai aucune formation au niveau de la biochimie, ou etc. Donc, pour moi, c'est un ensemble de chiffres. Moi et François, on est allé voir Jacques Debroux, on lui a demandé, dans le contexte et dans les circonstances où la trace avait été découverte, est-ce qu'il y avait là quelque chose d'étonnant? Et Jacques Debroux, pour ceux qui ont suivi le dossier OVNI, qui l'ont vu au match de la vie ou qui l'ont vu au dossier Mystère, et dont on a des enregistrements de ça, reconnaît qu'il y a eu un phénomène, premièrement, qui est tout à fait exotique. C'est son propos, c'est pas le mien. Ensuite, en ce qui concerne la défense, mon adversaire des sceptiques nous mentionne, il dit « Ah, M. Page, PANI, les extraterrestres, etc. » Il serait grandement temps que les sceptiques se mettent un peu au diapason. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord ici que l'interprétation du phénomène OVNI en tant qu'extraterrestre est une interprétation, une pure interprétation. D'abord, l'intérêt de nous tous qui s'intéressons aux OVNI, c'est la présence de phénomènes aériens non identifiables. Jean Cazot va avoir tendance peut-être à favoriser l'hypothèse extraterrestre. J'aurai tendance à en favoriser une autre. On reconnaît toutefois qu'il y a une manifestation aérienne et c'est ce qui nous intéresse. Peut-être les sceptiques devraient-ils se mettre un peu au diapason. Ici, j'ai un ouvrage, ça n'a pas été écrit par Christian Page. On nous dit « Les soucoupes volantes n'est-elle qu'un vaisseau spatial? Nombre de personnes ignorent qu'il existe. Nombre de personnes ignorent qu'il existe. D'autres hypothèses qu'extraterrestres quant à l'origine des soucoupes. Les voyages temporels, tantôt, les voyages temporels, les dimensions parallèles, on a des animaux venus de l'espace, les apparitions, les phénomènes psychosociologiques, les tectoniques des plaques et les phénomènes naturels non identifiés. Pour ma part, je favorise cette dernière hypothèse. M. Cazot en favorisera une autre, peut-être que d'autres gens en favoriseront d'autres. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est d'essayer de documenter des phénomènes aériens non identifiables. Quant à savoir maintenant si on a fait notre enquête ou non, parce qu'on critique beaucoup notre travail d'enquête, lorsque moi et M. Bourbeau nous sommes rendus sur place à l'époque pour faire cette investigation sur le cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, les sceptiques nous ont accusés lors de l'émission de la semaine dernière de ne pas vouloir leur donner leur documentation. La documentation qu'on avait acquise. Sortez-la du garde-robe, nous disent-ils. En fait, on n'aurait pas besoin de la sortir du garde-robe. À l'époque, lorsque Sainte-Marie-de-Mont-Noir a été évoquée dans les journaux, moi et François, nous sommes rendus sur place, avons fait les analyses, avons fait des prélèvements. Les sceptiques ont été informés. Mais au lieu de se rendre sur place, ils faisaient des dessins dans le bulletin des sceptiques du Québec. Alors, 10 ans après, ils nous demandent de leur donner notre documentation. Je paraphraserai la fable de La Fontaine. Voilà, que faisiez-vous? C'est terminé, je vous remercie beaucoup. Alors, c'est débat libre à compter de maintenant et c'est parti. Oui, mais... poursuivre ma pensée. Oui. Je terminerai simplement par ceci. Que faisiez-vous, messieurs, en 1990? Vous dessiniez, j'en suis fort aise, danser maintenant. On va danser, mais avant de danser, j'aimerais ça, M. Page, que vous nous montriez la référence du livre que vous avez cité, qui est quand même assez intéressante. Est-ce qu'on peut voir le livre? Qui est bon. Oui. Qui est un livre assez intéressant. Voici. Aux frontières du réel. C'est ça. Le dossier des X-Files. Oui. C'est un livre très sérieux, on constate, ces gens-là n'ont même pas ouvert le livre et déjà, ils sont en train de le critiquer.
Mais est-ce qu'on peut Les vous auteurs, poser... les auteurs se sont simplement contentés de prendre des éléments évoqués dans la série X-Files. Est-ce qu'on peut et revenir sur d'expliquer Sainte-Marie-de-Manoir? où l'auteur de X-Files, M. Chris Carter, s'est inspiré à travers quel dossier ufologique. Vous voyez, une critique avant même de regarder l'ouvrage. Extraordinaire. On juge par la jaquette. Hein? L'habit fait le moine. J'ai eu l'occasion de rencontrer Chris Carter en personne à un congrès Tant sceptique. mieux pour toi. Chris Carter est sceptique. Donc, si vous dites qu'il a collaboré à des cas extraterrestres, il n'a pas été plus convaincu qu'il faut. C'est pas Et ça je trouve du tout que je très dis. amusant de Mais ce montrer n'est un pas livre ça. aux frontières du réel, les X-Files, Mais comme référence d'extraterrestres. Ce n'est pas ça du C'est tout pour que je montrer vous dis. votre sérieux, Ce M. n'est pas Page. ça du tout que je vous dis. Je vous dis simplement que les auteurs qui ne sont pas Chris Carter font simplement expliquer où Chris Carter est allé chercher dans la littérature ovniaque, ufologique, ces informations pour élaborer les scénarios d'X-Files. Je ne parle pas des croyances de M. Carter. Mais ça M. n'a Page- rien à voir ici. M. Page- Ça n'a rien à voir avec l'auteur. Ça n'a rien à voir avec les... Voyons donc. Est-ce que je peux vous poser une question, M. Page? Ou, quelle est votre conclusion du cas de Sainte-Marie-de-Manoir en une phrase? Je crois qu'on est en... Bon, il y a un élément de corrélation, c'est-à-dire observation de phénomènes lumineux, découverte d'une trace dans les heures qui ont suivi ces phénomènes lumineux. Dans les 2 jours? Dans les 2 jours. Dans les heures, ça fait 48 heures. Vous savez, 2 jours, 24 heures chacun. Oui, la 48 différence, heures, donc, hein. la façon dont vous présentez Bon, le enfin, cas change beaucoup donc, la 48 façon... heures. Non, ça, dans les heures qui ont suivi, soit 48 heures après, des gens ont signalé à la GRC la présence d'une trace. Les gens ne se rappellent pas. Les gens ne se rappellent pas avoir vu Mais vous dites- la trace avant l'événement. Vous dites que les chercheurs ont... Ne se rappellent pas Elle avoir était vu. peut-être là Ne se avant. rappellent pas à l'époque. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit et ne faites pas dire aux témoins des choses qu'ils n'ont probablement pas dit. Ben, c'est- Moi, j'étais là il y a 10 ans. Et pas moi, vous. j'ai parlé aux témoins. Oui, mais- C'est il y a 7 ans, M. Page. C'est ça. Parce que c'est justement le problème. Le Moi, problème, c'est que... ma conclusion par rapport à Sainte-Marie-de-Maunoir, c'est qu'on est en présence d'une corrélation entre un phénomène lumineux aérien et une trace au sol, dont l'explication est difficile. Et Et là, reste il semble y inexpliqué. avoir une interaction entre un phénomène lumineux aérien non identifié et une trace Mais au vous sol. êtes d'accord C'est avec un moi que cas- ça reste C'est un cas inexpliqué? intéressant en ce sens, parce que ça reste inexpliqué. Bon, Pourquoi ça reste faites-vous la Mais promotion? je n'ai jamais conclu qu'il s'agissait d'extraterrestres. Je défie les sceptiques de trouver une seule fois où j'ai prétendu que Et des voilà, c'est extraterrestres terminé. étaient Je vous posés à remercie. Sainte-Marie-Maunoir. Merci les deux Voyons. clans. Je vous remercie beaucoup. Alors voilà, nous avons donc épuisé les 9 minutes sur cette question. Je vais donc en piger une autre dès maintenant. Alors, pour ceux qui nous regardent à la maison, nul doute que c'est un débat très endiablé, très enflammé. Alors voilà, c'est un sujet qui nous vient des sceptiques, les fantômes et esprits frappeurs. Alors, sceptiques, 3 minutes, c'est parti. Juste rapidement, la question a été abordée lors de l'émission précédente. Voulez-vous quand même qu'on l'aborde encore cette fois-ci? C'est comme vous voulez, c'est aux deux panels de décider. Sujet. Ou bien si j'en choisis une autre. Un autre sujet. Alors, j'annule tout de suite et j'en choisis une autre. Cette fois-ci, ça nous vient des partisans. Donc, la vague, parenthèse OVNI, belge de 1989-1990. Partisans, donc, on y va. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est une vague intéressante dans la mesure où, pour la première fois, on a enfin... je pense que la Belgique a réussi à établir un précédent que, malheureusement, la plupart des ufologues internationaux n'ont pas eu l'occasion de jouir jusqu'à maintenant. Pour une première fois, on peut dire qu'un organisme privé d'enquête sur les ovnis a réussi à s'adjoindre des collaborations internationales importantes, mais qui plus est, dans leur propre secteur. Réussir à avoir une collaboration avec les forces armées en place, la force armée belge, pouvoir utiliser du matériel que malheureusement, nous, les ufologues amateurs, n'avons pas accès. Il faut bien comprendre ici que je suis très heureux que M. Bonnier ait dit la semaine dernière que les ufologues travaillent mal. Je suis absolument d'accord avec lui. Je pense que c'est très difficile pour nous de faire des miracles lorsqu'on n'a aucune ressource financière, lorsqu'on n'a pas accès à de la technologie pour nous appuyer, pour vérifier les hypothèses de travail protocolaires sur le terrain. C'est encore plus difficile aussi pour nous de pouvoir avoir les budgets nécessaires pour avancer en sciences, dans notre compréhension de l'énigme. Et je pense qu'avec cette vague belge très importante qui a coïncidé en même temps pour le 29 novembre 89 avec une série d'observations ici dans l'est du pays, où on a pu, à tout le monde, niveau statistique, à travers le travail qui a pu être piloté par des techniciens enquêteurs sur le terrain en Belgique, qui ont aussi, ce travail est appuyé par un Meissen, entre autres, qui est un scientifique de renom qui a aidé ces techniciens à aller chercher l'information comme il fallait que ça se fasse pour vérifier certaines pistes de recherche. Il y a ici moyen, je pense, de faire de la bonne science. Je l'affirme dans mon ouvrage, ceux qui veulent se donner la peine de le lire.
Oui, j'ai quelque chose à vendre et j'espère qu'il va se vendre beaucoup parce que ça va peut-être enfin me permettre de cesser de travailler à 4 endroits différents pour prendre le maigre restant d'argent pour me permettre de faire ce que j'ai envie de faire parce que j'ai un intérêt là-dedans. Ça me passionne, la question des ovnis. Et on vit dans une société où rien n'est possible si, malheureusement, on n'a pas le financement. Et je comprends très bien la position sceptique, encore une fois, de nous remettre à nous le fardeau, les ufologues, je parle de ça parce que là, on parle d'OVNI, on ne peut pas spécialiser dans tout, de faire la démonstration matérielle, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on parle beaucoup de phénomènes extraterrestres. Il faut avoir suffisamment, à tout le moins, trempé là-dedans pour se rendre compte que c'est une hypothèse qui a commencé à être mise de plus en plus de côté dans les années 85. Il faudrait peut-être cesser de lire des romans harlequins et se mettre à l'heure. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a d'autres voies de recherche intéressantes à explorer. Et là, ça fait 2 émissions en fil que j'écoute l'argumentation et on semble vouloir me dire 2 choses très importantes. On n'admet pas la réalité physique du phénomène des ovnis. Ça semble être très blessant. Entre autres, on prend ici l'illustration du cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, mais il y a pire encore. Je pense qu'on ne veut pas voir cette réalité matérielle, l'interaction existante entre les témoignages et les traces sur le sol versus le fait qu'il se passe quelque chose de très, très sérieux. On remet en doute l'honnêteté de celui qui parle. Merci, M. Bourg. Et je trouve que c'est manqué d'argumentation. Merci bien. Alors, droit de réplique aux sceptiques et on y va. OK, encore une fois, je pense qu'on défonce des portes ouvertes du côté des partisans. Je regardais dans la documentation l'explication des ovnis en Belgique. On la donnait déjà en 1990 dans Science et Vie, le numéro 873, pour ceux que ça intéresse, en juin 90, page 84 à 93, un article de M. Touraniel. Et également, en octobre 90, on revenait sur la question et on ironisait un peu parce que le titre de l'article, c'est « C'est vrai, je l'ai vu ». Et on montrait en fait que c'était plus ou moins un canular. On ne nie pas la réalité, si on veut, de certaines observations. Il y a des gens qui ont véritablement vu quelque chose. C'est toute l'interprétation, finalement, qui vient autour de ces supposées apparitions que l'on conteste. Les gens ont tendance à extrapoler très facilement à partir d'une observation et tout de suite, on est rendu à une invasion extraterrestre, quoi que ce soit. On dit d'abord un peu de prudence. Quand quelqu'un voit quelque chose dans le ciel, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les extraterrestres qui viennent nous visiter. Et ça peut être beaucoup d'autres explications. Et dans ce sens, je suis d'accord avec M. Page là-dessus quand il dit, OK, il y a peut-être une corrélation entre des faits qui ne sont pas expliqués. Moi, je suis entièrement en faveur de cette attitude-là. Là où on peut reprocher une certaine imprudence, c'est quand les gens sautent trop rapidement en conclusion avant de vérifier s'il y a d'abord quelque chose à expliquer. Dans le cas présent, l'explication qui semble-t-il la plus plausible, d'après Science et Vie, qui a fait enquête également sur la question, c'était que c'est à l'époque que l'armée ou l'aviation américaine utilisait l'avion furtif en Belgique pour faire certains essais. Alors, c'est l'explication qui est retenue jusqu'à maintenant et c'est celle qui semble avoir fait consensus auprès des spécialistes sur le terrain. Alors, est-ce qu'on doit ramener cette question-là pendant 10 ans, 20 ans encore? Je pense que c'est toutes les observations semblent aller dans le sens que de conclure qu'en fait, il n'y avait absolument rien de paranormal dans cette manifestation-là, que c'était une manifestation tout à fait normale, que les gens aient pu se tromper, c'est compréhensible, mais il n'y a pas de quoi en faire un plat. Il y a aussi la notion de localisation géographique de la vague. C'est un peu étrange que les ovnis semblent s'être subitement multipliés à outrance au-dessus de la Belgique, avec des rechutes ailleurs, phénomène de contamination normale que vous devez connaître. Mais que ce soit subitement qu'en Belgique, pourquoi pas une vague chinoise? On n'a pas encore entendu parler de vague chinoise d'OVNI, on n'a pas encore entendu parler de vague africaine d'OVNI, alors que c'est des continents où il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de monde qui seraient susceptibles de voir un OVNI, et encore plus émerveillés par la vision de lumière dans le ciel. En Afrique, ils n'ont pas souvent l'occasion de voir des phénomènes lumineux se promener au-dessus de leur tête. Ce qu'on pourrait peut-être ici établir, c'est la question de possibilité. Lorsqu'on voit quelque chose... Terminé, oui, alors c'est très intéressant. Débat libre, alors les deux clans, vous y allez dès maintenant. Monsieur Bonnier, peut-être qu'on pourrait revenir sur l'explication apportée par Science et Vie. Quelle est la vitesse de décrochage du F-117? Je ne voudrais pas rentrer dans ces questions techniques, mais je peux vous dire que c'est de l'ordre... OK. Parce que
Effectivement, le F-117 expliquerait OK. les échos radars. Quelle est la vitesse du son à 3000 mètres d'altitude? Effectivement, Oui, mais pas la question, là. Vous me posez une question, vous rentrez une autre? Là. OK. La vitesse de la mouche tsetse en période de... Oui, mais c'est ça. C'est ça que j'essaie d'éviter, ce genre de débat-là, où on pose n'importe quelle question. Là, moi, ce que je dis, c'est que la question a été abordée en temps et lieu. Vous dites qu'elle n'est pas satisfaisante, la réponse. Exactement. Puis je veux exprimer la raison pourquoi je pense qu'elle n'est pas satisfaisante. OK, allez-y. Le F-117 n'est pas un avion qui fait du stationnaire. On s'entend? Mais on ne parle pas du F-117. C'est l'avion furtif, OK. Bon. F-117, OK. Cet avion-là ne fait pas de stationnaire. Alors qu'il y a énormément de rapports de gendarmes et d'autres témoins au sol qui affirment que l'objet était stationnaire ou presque stationnaire. OK. Maintenant, je suis d'accord pour dire que les performances perçues par les radars du F-16 sont des choses qui auraient pu être causées par un avion de ce type-là. Mais cette explication-là ne concorde seulement avec l'écho-radar. Okay. Là où seulement qu'avec cette explication ne colle qu'avec ça, ne colle pas avec aucune autre. C'est ça. Là où les choses se compliquent, c'est quand il y a un phénomène comme celui-là, à cette observation-là, peut-être qu'à l'origine, il y avait un avion furtif. Et évidemment, il y a des détails techniques dans le cas de l'avion furtif qui fait qu'on peut fausser la position. C'est-à-dire que l'écho n'est pas fidèle à ce qu'on pourrait avoir dans un autre avion. Donc déjà, il y a eu un élément d'erreur possible à ce niveau-là. Mais également, ce qui rend la chose difficile, c'est que quand il y a une observation comme celle-là, il y a un phénomène de contamination, sinon de psychose, qui vient s'établir. Et là, on a je pense que toutes sortes de témoignages. Vous mettez la charrue en avant des bœufs. Là. Ce qui est arrivé, c'est que les témoins au sol ont dit on a des observations. La gendarmerie belge a averti les autorités comme de quoi, oui, on a des observations. À ce moment-là, seulement les F-16 ont été déployés. Donc, c'est l'inverse qui s'est passé. Non, mais je veux dire, il y a eu d'autres observations par la suite autour de ce cas-là. Précédé la localisation, la détection radar de l'appareil. Ensuite de ça, dans le cas du F-117A, la furtif, l'appareil possède en effet, comme le mentionne Science et Vie, 3 lumières très puissantes qui sont placées sur les arbres de roue de l'appareil. Le problème, c'est que ces phares-là, très puissants, ne sont pas visibles lorsque l'appareil est en vol parce que les roues sont rentrées dans des cages ventrales. Alors, les gens qui ont dit avoir vu l'OVNI belge l'ont dit, dans certains cas, l'ont décrit comme étant un objet presque stationnaire, avec des phares à ses pointes. Et dans d'autres cas, ils ont parlé de performances extraordinaires, mais encore là, les phares étaient visibles au moment où l'objet se déplaçait très rapidement. Ce qui ne colle pas avec la réalité d'un F-117, parce qu'en vol, les roues seraient rentrées dans des cages ventrales. Alors, ce qui met fin à ces 9 minutes pour la question. Je vais donc aller maintenant vers une question prédéterminée du côté des partisans. Alors voilà, c'est une question de 750 000 $. Pour les sceptiques du Québec, qu'est-ce qu'une preuve acceptable pour ce défi dont les sceptiques offrent de 750 000 $? Alors, parole aux sceptiques, 3 minutes. Donc, je répète la question pour les Je m'excuse, M. Page. Alors, c'est à vous. Ah, c'est partisan. Donc, en effet, on entend souvent dans les médias les sceptiques proposer leur fameux défi du 750 000. Ils disent il faudrait qu'on puisse arriver à démontrer de façon empirique une expérience paranormale. Alors, évidemment, si la démonstration doit être de prouver qu'un morceau de métal est d'origine extraterrestre ou de démontrer qu'une performance paranormale peut se faire à volonté dans un laboratoire, alors dans ce cas-là, moi, je peux vous dire que les sceptiques n'auront jamais cette preuve-là. Parce que les phénomènes paranormaux, tous les gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux vous diront que ces phénomènes-là sont souvent très spontanés. C'est très difficile de déterminer quand le paranormal va se produire. On pourrait citer des milliers d'anecdotes. La littérature est remplie d'anecdotes de gens qui croient ou qui ont vécu du paranormal. Et ça s'est produit dans certaines conditions qui seraient impossibles à reproduire en laboratoire. Il y a des gens, je ne le citerai pas parce que je n'ai pas le droit de citer, mais Louis Bélanger disait « Quand ça fonctionne à tous les coups, c'est que ce n'est pas du paranormal ». Et c'est malheureusement ce que les sceptiques voudraient, c'est d'amener quelqu'un qui pourrait faire une démonstration volontaire et de façon à ce que ça fonctionne à tous les coups. Mais je reconnais, quand ça fonctionne à tous les coups, moi-même le premier, lorsque des gens m'abordent et me disent « je vis du paranormal, je fais du paranormal », lorsque ça fonctionne à tous les coups, j'admets qu'immédiatement, ça l'éveille mon scepticisme. J'ai peine à croire qu'on puisse reproduire du paranormal à volonté. Alors, si c'est ça que les sceptiques demandent, comme étant la preuve empirique de l'existence d'un phénomène paranormal, alors définitivement, on n'aura jamais cette preuve-là. François? C'est encore plus intéressant. Est-ce que tous les phénomènes existants dans l'univers ont été identifiés et sont maintenant connus?
Deuxième question. Peut-il exister dans l'univers un phénomène ne pouvant se produire qu'une seule fois? Donc, comme la science a mis un temps fou à reconnaître l'existence des météorites au début du siècle à l'Académie des sciences de Paris, parce que ceux qui envoyaient, c'était des bûcherons, des cultivateurs imbéciles, mal instruits, qui prenaient des vessies pour des lanternes, et que la science a reconnu en 82 ou 83 l'existence de la foudre en boule, parce que malheureusement, à cause de la courte pérennité du phénomène, il n'y avait jamais le bon gars placé avec le bon instrument pour être capable d'observer ce phénomène-là, de visu, le quantifier, le mesurer, le détailler. On a longtemps mis de côté la réalité possible, matérielle de ces phénomènes, parce que très difficilement observable. Ma question est, peut-il exister dans l'univers un phénomène qui, malheureusement, ne pourra se reproduire qu'une seule fois? Et même pas c'est produire qu'il faut utiliser comme verbe. Est-ce que vous avez terminé? Est-ce qu'on peut répondre? Vous avez terminé? Alors, donc, on va donner droit de réplique aux sceptiques. Donc, si je comprends bien, d'abord, M. Page, un phénomène paranormal, c'est quelque chose qui ne survient pas. Et un phénomène normal, c'est quelque chose qui survient fréquemment ou toujours. C'est peut-être un peu caricatural, mais ça revient un peu, ce qui ressort semble être ça. Dans bien des cas, d'abord, peut-être un mot sur le défi des sceptiques du Québec. Quand on offre 750 000 $, c'est d'une part un service qu'on veut rendre, parce qu'on a souvent reproché aux sceptiques de ne pas être ouverts à des vérifications, à des allégations qu'on veut leur présenter. Alors, nous, on dit, OK, effectivement, on est très ouverts à ce que vous nous présentiez des preuves. On disait tout à l'heure qu'on n'a pas le temps de courir par le monde pour aller les chercher, mais si quelqu'un veut bien, venez nous les apporter. Et si quelqu'un nous apportait une preuve qui pouvait être satisfaisante pour quelque allégation paranormale que ce soit, ça serait, moi, personnellement, je serais très heureux qu'on puisse donner le prix du défi sceptique. Dans le cas de la preuve acceptable, je dirais, pour parodier une chanson, qu'il ne suffirait que presque rien. Il suffirait de presque rien, peut-être un petit fait, je chante mal, pour gagner le défi sceptique. Ça n'en prendrait pas grand-chose. Je donne parfois l'exemple de quelqu'un qui voudrait acheter une automobile. Et imaginons qu'il n'est pas tout à fait convaincu que l'automobile puisse fonctionner. Or, il demande au garagiste s'il peut voir, en faisant le tour du garage, si l'automobile fonctionne. Et donc, c'est une preuve ou une vérification tout à fait à la portée de tout le monde. Il demande les clés au garagiste et au moment où il essaie de mettre le moteur en marche, il s'aperçoit que le moteur ne tourne pas, que l'auto ne sort même pas du garage. Donc, il pourrait raisonnablement en conclure que l'automobile ne fonctionne pas. Bien sûr, le garagiste peut y répondre, même c'est une automobile paranormale, elle fonctionne de temps en temps, et à l'occasion, et il faut être patient, il faut qu'elle soit dans un bon état, etc. On peut inventer bien des choses. Mais malheureusement, à chaque fois que le consommateur arrive au garage pour vérifier si l'automobile ne serait pas dans des meilleures humeurs, il constate que l'automobile ne sort jamais du garage. Alors, c'est la situation où on est présentement. Nous n'avons jamais, mais jamais, dans l'histoire de l'humanité, pu voir la moindre manifestation d'un phénomène paranormal. Ah ouais. Alors, c'est pas quelque chose qui survient à l'occasion, sporadiquement ou quoi que ce soit. Il n'a jamais survenu à ce qu'on sache. Il n'est jamais survenu à ce qu'on sache. Alors, nous, on dit, on est ouvert à en voir des preuves ou voir des manifestations, mais encore faut-il qu'on puisse voir quelque chose. Si quelqu'un affirme qu'il y a peut-être des phénomènes, effectivement, qui ne surviennent qu'une fois, mais le but d'une observation, je parlais de l'univers, qui, à ce que je sache, n'est survenu qu'une fois, et on l'observe quand même, on peut voir ses caractéristiques, on peut déterminer ses qualités ou ses propriétés, mais dans le cas d'une allégation qui ne surviendrait qu'une fois, ça peut être amusant, mais ça ne peut pas constituer, effectivement, un fait scientifique. C'est selon les règles, à moins qu'on puisse avoir des conséquences ou des causes, qu'on puisse le prouver, en fait, d'une certaine façon. Voilà débat ouvert, on y va? C'est là ce que vous dites qui m'intéresse. Vous faites un peu ce que faisait Sir Francis Bacon, torsionner la nature au prix même de pouvoir lui arracher ses vérités de force. J'aime beaucoup vous compariez l'homme à une automobile. Je trouve que c'est une vision très mécaniciste. On essaie toujours de faire des universaux. Là, on va tout résumer par une seule loi simple et on vient régler le problème. Sauf que la force d'un être humain, et je le connais bien pour le côtoyer à l'intérieur d'une émission de télévision qui a perduré 15 ans, j'ai vu toutes sortes d'égos y passer. Et ce qui nous caractérise tous en tant qu'être humain, c'est que l'inertie, c'est bien fort. La loi du moindre effort, on coupe plus court à des problèmes qui pourraient peut-être devenir épineux et nous faire remettre
toute l'utilité de notre carrière en jeu, parce qu'on a peut-être cru des paradigmes qui nous ont donné de très bons rendements, j'en conviens. Sauf que vous connaissez le débat quantique, vous êtes en physique, et ce débat-là est une belle illustration que pour le moment, la science qui nous a toujours dit que rien ne peut être deux choses à la fois, et que la lumière qui nous éclaire depuis exactement 2 émissions de 120 minutes est capable d'être et ondulatoire et corpusculaire, c'est quand même étonnant que les phénomènes paranormaux, monsieur, dégagent la lumière, que l'OVNI, c'est de la lumière, que l'aura, c'est de la lumière, alors que moi, mon auto, ça a beau être une Chevrolet. Peut-être juste une remarque sur le plan physique. Cette à interprétation-là est dépassée depuis au moins 30 ans. Oui, actuellement, la lumière est un photon. C'est comme ça qu'on la considère. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est pas on peut parler des photons, des protons, des électrons, des neutrons toute la journée. Ce que je vous dis, c'est effectivement, je pense qu'il est là le problème. On ne peut pas prendre un homme et une femme comme une automobile. Ces gens-là ont des émotions et se sentir checkés, analysés, testés, critiqués et que peut-être tu mets ta vie en jeu. Peut-être que, vous ne l'avez pas vu de même, mais vous créez peut-être un stress suffisant pour rendre inefficace cette journée-là dans le garage, l'auto qui ne part pas. Moi, je resserrais dans un autre contexte, d'une autre manière, avec peut-être des espions, pour pas que le médium en question sache qu'il y a affaire à des sceptiques, pas des gens neutres, mais qui appliquent le même protocole que vous, juste pour voir si l'auto partirait dans le garage journée-là. Justement, là, on ça serait le fun, ça, de l'essayer. Moi, je serais prêt à le faire. On dit que, finalement, devant caméra, la science finit toujours par arriver à son but puis à prouver. Ce qui existe, la science finit toujours par l'avoir, finalement. Alors, il y a beaucoup de choses, par exemple, dans le domaine du paranormal, qui se vendent très bien. Prenons les pouvoirs des cristaux, les balancements des chakras, ces choses-là. Ça se vend très bien. Et ça se marchande, tandis qu'on n'a pas encore prouvé que ça existe. Et c'est là le problème. On demande juste de faire mieux que les statistiques, mieux que le hasard. C'est-à-dire que si vous prétendez que vous pouvez voir l'avenir, donnez-nous un aperçu de vos pouvoirs en faisant mieux que le hasard en voyant l'avenir. Et c'est justement là qu'on n'en demande pas vraiment beaucoup. Mais là, vous êtes conscient que vous gérez l'émotion pour en faire quelque chose de scientifique. Mais justement, si on parle d'émotions, mais à ce moment-là, on parle d'un paquet de phénomènes qui sont subjectifs, je dirais plus que complexes, je dirais qu'ils sont purement subjectifs et qui peut-être n'existent pas du tout. En tout cas, on attend encore la preuve. Mais ça vient de subject, ça vient d'objet. Voilà, il n'y a pas de science sans objet et sujet. Voilà, c'est ce qui met fin aussi aux 9 minutes de cette question. Pour être équitable pour les deux clans, je vais prendre une autre question prédéterminée. Je vais la prendre cette fois-ci du côté des sceptiques. Les fantômes et esprits frappeurs. Ça a été évoqué. Alors, je prends l'autre. J'y tiens absolument à celle-là, que voulez-vous. Alors, les sceptiques nous disent qui profite des parasciences. Alors, messieurs, on vous donne 3 minutes. On y va. Alors ça, c'est une question qui est assez intéressante. Qui profite des parasciences? Parce qu'une des choses, bon, on disait tout à l'heure, les sceptiques du Québec, c'est un organisme à but non lucratif, on est tous bénévoles, et on regarde de l'autre côté, et force est de remarquer que chacun a sa petite PME, je pourrais dire, où on vend des livres, on vend des choses, et on se demande, bon, ça vous profite, évidemment, parce que plus que vous moussez ces phénomènes-là, plus que, et c'est évident, vous allez avoir comment je peux dire, plus que vous moussez ça, plus que vous allez avoir de ventes ou de regards portés vers vous, et on se demande où est l'objectivité là-dedans, parce que c'est évident qu'il y a un problème en quelque part, là. Vous avez chacun une PME, vous devez vivre de ça. Bon, c'est plate. Tout à l'heure, vous parliez que ça prend 4 jobs pour faire un petit peu d'argent pour pratiquer ça. Oui, mais aussi, on vend des livres, on vend des choses et on essaie de mousser ça. Donc, de tuer un peu, d'enquêter, d'arriver à la fin d'un phénomène paranormal et de dire, bien, écoutez, ça fonctionne pas, ça n'a pas d'allure. Bon, on se demande comment vous pouvez faire ça. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup de misère à dire, ben là, mon livre va se vendre moins, puis je vais être obligé de manger du ballonné tout le reste de l'année, puis ça ne me tente pas de dire que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est un peu ce côté-là. Aussi, on remarque justement que ça devient un gagne-pain. Ça se vend bien, le paranormal, et puis on peut se demander à un moment donné, un éditeur, c'est quoi son ambition? Est-ce que c'est d'assurer, de distribuer la pure vérité à tout le monde, ou c'est de faire vendre des livres? Puis alors, si un sujet paranormal, on le prend, on l'étudie à fond, puis on se rend compte qu'il n'y a rien, on se rend compte qu'il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, ça va être terrible aussi pour l'industrie du tourisme alentour du Loch Ness, ça serait comme fermer un dossier.
Et dans le paranormal, on aime beaucoup garder des dossiers ouverts. Puis là, je parle des dossiers OVNI pendant 50 ans. On parle des dossiers d'astrologie qui sont ouverts depuis 2-3 milliers d'années et qu'on n'a pas encore prouvé. Des pouvoirs, des pyramides qui sont là depuis 4000 ans, qu'on n'a pas encore prouvé le moindre pouvoir. Comme exemple, dans le Québec sceptique, il n'y a aucune publicité. Si je compare, par exemple, avec la revue Enigma, il y a de la publicité. Monsieur Page disait tout à l'heure que s'il ne fallait pas sauter aux conclusions, c'est pas parce qu'il y a une publicité sur l'astrologie que la revue endosse l'astrologie, mais il y a quand même un problème d'éthique et de conflit d'intérêts là-dedans. Imaginons qu'il y aurait un article qui descendrait en flammes l'astrologie ou l'ufologie. Je pense que ça entraînerait des pertes de revenus à la revue et ça peut effectivement être une autocensure qui intervient à un moment donné où les gens vont dire « je ne parlerai pas de ça, sinon je perds ma clientèle et mes sources de fonds ». Simplement signaler le nombre d'associations d'OVNI qui sont ici ou de phénomènes paranormaux. SOS OVNI. C'est terminé pour le signal, on vous remercie. Alors, on va tout de suite donner le droit de réplique aux partisans. Bon, alors, personnellement, je fais partie d'aucune association. Je me suis présenté comme un libre chercheur, un libre penseur. Je ne vis pas de l'occultisme, ni des cartes, ni de l'astrologie pour vivre. Je suis un comptable. Alors, c'est faux d'affirmer que les gens ici ne sont que strictement intéressés dans l'exploitation des phénomènes occultes. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas nécessairement le particularisme d'un individu qui va aller voir une voyante pour de l'astrologie, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est voir quel a été l'apport de l'astrologie dans l'histoire de l'humanité. Si on regarde d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire, c'est la partie de la philosophie, où est-ce qu'on peut savoir, dans un discours scientifique, la validité du discours. D'accord? Ça, c'est un aspect critique. On remarque une chose, c'est que l'astrologie a développé la science de l'analogie, qui est très simple. Pour vous donner un exemple, c'est évident que sur un cœur, on ne va pas aller greffer un foie. Ça, c'est sûr et certain. L'astrologie nous a amené les jours de la semaine, la gamme musicale, et ces relations-là sont très importantes au niveau du développement de la pensée. Ces éléments-là, vous pouvez les prendre facilement dans l'histoire de l'humanité, et c'est un fait réel. Les jours de la semaine sont déclarés selon les planètes astrologiques, et c'est ce phénomène-là de relation que je parle. M. Ménard, je vais vous interrompre tout de suite. Le temps file très rapidement, et je vais tout de suite accorder la parole à notre public. Je vous demande d'être très concis, et je demande à nos panélistes également d'avoir des réponses très brèves. On a même dépassé un peu le temps qu'on devait avoir pour notre public. Alors, on y va maintenant. C'est pour les partisans. J'ai une question. Je suis musicien professionnel. C'est quoi le rapport entre les étoiles, l'astrologie et une note de musique? Je la connais pas. Je voudrais m'informer. OK. Et, je viens de te le dire, effectivement. La relation, voilà, c'est ça que je te dis. C'est que si on regarde dans le discours astrologique, qu'est-ce qui est valable dans ce discours-là? On remarque que le temps, la façon que au niveau de la préhistoire, on a établi le temps, ça a été une relation entre l'homme et l'univers. Et ça, je veux dire, c'est un discours carrément anthropologique. Tu peux pas dire... C'était enseigné dans les universités. C'est un fait scientifique. L'épistémologie peut rejeter des éléments de l'astrologie au niveau du fondement scientifique. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais ce qui est important, c'est de voir la façon que l'on observe un phénomène. Pour revenir tantôt, parce que quand j'ai été interrompu... Ménard, brièvement, s'il vous plaît. On va laisser la chance, toi, à un autre... Moi, j'ai un commentaire puis une question à faire du côté des sceptiques. Mon commentaire, ça revient sur le cas de Sainte-Marie de Monnoir. Christian Page et François Bourbeau s'en sont déplacés 2 mois. Mais eux, ils y croient pas, ils s'en sont même pas déplacés. Comment veux-tu croire à ça? Quand tu vois même pas, tu t'es même pas déplacé. Et je vais poser ma question avant, OK? L'autocombustion, c'est un phénomène paranormal, non expliqué. Vous avez des preuves de ça, mais c'est pas expliqué. Pourquoi vous êtes sceptique d'abord? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer l'autocombustion. Je pourrais y aller. C'est tout simplement l'explication scientifique bien expliquée, qui n'a rien expliqué. C'est que oui, mais écoutez, c'est facile de reproduire. Il a été reproduit sur des cadavres des combustions qui ne sont pas spontanées. Ce n'est pas vrai que la combustion est spontanée. Ça se produit sur plusieurs heures. Ça, c'est ce que vous dites. Vous dites que le feu brûle intérieurement, mais cependant, l'autocombustion a pu se produire. L'explication habituellement, c'est que les vêtements d'une personne endormie ou prennent en feu et lentement, mais sûrement, si un corps est exposé à une chaleur constante,
et soutenu, la graisse du corps peut s'enflammer, donner exactement ce qui est dans les cas de combustion spontanée, ce qui ne sont pas spontanés. C'est exactement, j'ai fait des recherches là-dessus parce que c'est un sujet qui me fascine et de dire que c'est spontané, ce n'est pas vrai. Je vous rappelle que ce n'est pas un débat, c'est des questions-réponses, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait deux questions. Allez-y. C'est juste pour dire que les sceptiques se sont déplacés, ils sont allés à Oui, je suis allé personnellement avec Jean-René Dufort. Ils ont consulté les documents. Et on a c'est le cas le mieux documenté. Oui, mais écoutez, c'est le cas le mieux documenté au Québec. Théoriquement, on devrait simplement aller voir les sources et être convaincus nous-mêmes, puisque les ufologues, les teneurs de l'ufologie semblent en être convaincus. Et pourtant, on a regardé les documents et on est allé sur place et on n'a rien vu qui était paranormal là-dedans. Une autre question, peut-être une dernière même. Je voudrais simplement dire que c'est vrai qu'ils sont allés sur place 7 ans après les événements. Oui, mais il paraît que tu avais bien fait ton boulot, Christian. Tu étais supposé avoir bien fait ton boulot. Allez-y. Des explications. Je voudrais simplement savoir si M. Page compte bien faire passer les informations aux sceptiques pour qu'on sache un petit peu plus si vraiment il s'est passé quelque chose ou pas. Parce que je pense qu'il y a mépris du public de retenir justement ces informations. La réponse sera assez simple là-dessus. Je pense que je l'ai déjà évoqué. Je pourrais peut-être essayer de retrouver ici un document. Il y a à l'époque, lorsque les sceptiques m'ont contacté au sujet de l'histoire de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, m'ont demandé si je pouvais leur fournir un document qui parlait justement de cette histoire de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Alors, je les ai fait parvenir une copie de l'analyse qui avait été faite à l'époque. Alors, c'est facile. Enfin, je les ai fait parvenir un document d'analyse. On peut le regarder ici. Ce que vous allez compter est anecdotique, M. Page, et n'a pas été mentionné dans cette émission. Si vous le mentionnez en ce moment, c'est vous qui jetez du mépris sur ce qu'on dit, ce qui a été dit hors d'onde en discutant avec vous, M. Page. Sauf que les documents qu'on demande m'appartiennent. Donc, je suis un être humain, je ne suis pas une machine. Voici le document en question que j'ai fait parvenir aux sceptiques. On peut voir ici, dans la bande bleue, il est inscrit « L'échantillon IN contient environ 10 fois plus de chlorophylle que l'échantillon OUT ». J'imagine que les gens peuvent le voir. J'avais soumis ce document-là aux sceptiques. Quelques 3-4 jours après avoir envoyé ce document aux sceptiques, je recevais sur mon émission Énigme M. Bonnier qui est ici. Et M. Bonnier s'en vient me voir en privé. Il me dit « M. Page, j'ai dit, lorsque vous évoquez l'affaire Sainte-Marie-de-Mont-Noir en public, vous et M. Bourbeau, il dit « Vous mentez. Les éléments, les documents le prouvent. Le document que vous nous avez fait parvenir n'indique pas qu'il y a eu une augmentation de 10 fois. Vous étiez inexact. Vous étiez inexact. C'était hors d'onde, ça, M. Page. Soudainement, ça s'agite de l'autre côté. Donc, il y avait on me dit, vous avez tort. Il ne m'a pas dit j'avais menti. Vous avez tort. Le document que vous avez fait parvenir indique que le taux était 10 supérieur. J'ai dit 10 mais il dit oui, c'est ce que votre document indique. Christian, comment pouvez-vous savoir? Je les ai fourni un seul document, qu'on peut voir ici, je peux le remonter, 10 fois, un seul document, ils se sont embourbés sur un seul document, remettant en cause ma crédibilité ou mon honnêteté. Les documents, comme je vous dis, je suis un être humain. Je n'accepterai pas de soumettre des documents que j'ai payés de ma poche, que François a payé de sa poche, à des gens qui, une fois qu'on leur soumet un seul document, déjà sont prêts à nous accuser de mauvaise foi. Mais écoutez, sur un document qui si les sceptiques sont trop... Ouais. Mais écoutez, si les sceptiques sont... La bibliothèque municipale de votre ville la plus proche. Alors voilà, allez voir. Non, mais tout est terminé. C'est rendu public. Au public qui a posé ces questions pertinentes. Et Christian, je pense que tu as un message que tu voudrais passer. Oui, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, beaucoup de gens nous appellent, des gens écrivent aussi à l'émission Énigme, nous disant qu'ils aimeraient peut-être rencontrer davantage de gens qui affirment avoir vécu des expériences paranormales. Alors évidemment, dans le cadre d'une émission qui dure 1 heure, il est difficile d'avoir des intervenants, psychologues, psychiatres ou spécialistes qui viennent parler de ces phénomènes-là et de permettre également à des gens de s'exprimer sur des expériences qu'ils ont vécues. Alors, pour répondre à cette demande-là du public, on a décidé d'organiser une émission un peu comme celle-ci qu'on vous offre aujourd'hui, à savoir une émission où viendront témoigner des gens d'expériences paranormales qu'ils ont vécues. On retrouvera sur le panel, à ce moment-là, les vedettes de l'émission seront effectivement des gens qui ont vécu ces expériences. On aura des gens qui affirment avoir été enlevés par des extraterrestres, des gens qui disent avoir été possédés par le diable, des gens qui affirment avoir vécu des expériences de mort imminente, des NDE. Tout ça se tiendra le 22 mars prochain à l'Université de Montréal. Les gens qui sont intéressés d'assister à ces émissions, qui veulent en savoir
savoir davantage sur cette activité peuvent nous rejoindre, code régional 514-349-2286, 514-349-2286. À toi la parole, Roland. Alors voilà, merci Christian. Je voudrais prendre cette opportunité pour vous remercier. Mesdames, messieurs les panélistes, ça a été un bon débat. Ça a été évidemment très chaud, mais vous avez su faire preuve de discernement et beaucoup d'objectivité. À notre public, merci. À la maison, je voudrais vous quitter tant qu'à vous sur des paroles d'une chanson célèbre de M. Gilbert Bécaud qui dit « Qui a gagné, qui a perdu? On n'en sait rien, on n'en sait plus. » On se retrouve les mains nues. Ben voilà. Au revoir. Au revoir, à la prochaine, messieurs, dames. Pour le commun des mortels,